marqué des avancées significatives dans la lutte contre le phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. Des recommandations sur des actions fortes et concrètes sont attendues de ces assises qui se tiennent depuis ce matin à Ouagadougou. Sabou, Koudougou, Rio, Didir, la voie est toujours poussureuse, caoutouteuse, mais ce n'est plus pour longtemps. Les Caterpillars sont entrés aujourd'hui en scène pour la construction d'une voie bitumée qui va désenclaver cette partie du centre-ouest. Intervention militaire au nord Mali, Alassane Draman Ouattara souhaite une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies avant la fin de cette semaine. Le président ivoirien qui assume la présidence en exercice de la CEDEAO l'a dit à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel qui était à Abidjan ce mardi. Voici votre journal dans ses grandes articulations, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Pour ouvrir ce journal, une audience du chef de l'État, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, était à Kossiam pour parler de commerce international, mais également du rôle de l'OMC pour l'essor du coton burkinabé et africain sur le marché international. Pascal Lamy en parle justement avec Nyarki Teda, qui l'a interrogé à sa sortie d'audience. On a fait le point avec le président sur l'ensemble de nos sujets relatifs au commerce international, multilatéral, régional, bilatéral. Petit point sur l'économie internationale qui, comme vous savez, ne va pas très bien, notamment en Europe, qui est un continent important pour le Burkina. Le point sur les négociations commerciales à Genève. Et puis, bien entendu, une grande partie de la discussion a été sur le coton, où, comme on sait, pour l'instant, les prix tiennent à peu près, avec des stocks chinois qui sont très importants. On continue à travailler beaucoup à Genève, à la fois sur l'accès au marché, sur tout ce qui est filière, capacité, réorganisation, et il y a pas mal d'aides internationales qui se concentrent là-dessus. Et puis on a toujours ce problème des subventions américaines et dans une certaine mesure européenne qui pèsent sur les prix et que jusqu'à présent on n'a pas réussi à résoudre par la négociation. Et puis on a aussi fait le point sur les questions d'assistance technique. J'ai annoncé en passant avec le ministre au centre de référence OMC, au ministère du Commerce et de l'Industrie, qu'on allait aider le ministère à remettre ce centre sur pied en fournissant les équipements, les logiciels nécessaires. On a aussi fait le point sur un certain nombre d'affaires. Donc voilà, un agenda assez chargé, mais ça prouve qu'on a pas mal de choses à faire ensemble. Aujourd'hui, mercredi, c'est jour de Conseil des ministres. En attendant de vous livrer les délibérations du Conseil, après ce journal, la parole au ministre pour expliquer les dossiers adoptés et les mesures prises. 5 ministres se sont soumis à l'exercice. Le premier que Nyarki Teda a interrogé, c'est le ministre délégué en charge du budget qui a introduit en Conseil des ministres un rapport sur l'audit des marchés publics passé en 2011. Nous l'écoutons. Ce n'est pas la première fois que nous présentons ce genre de rapport. C'est une activité au sein du ministère de l'économie et des finances depuis déjà 4 ou 5 ans. Et bien sûr, la principale conclusion est qu'avec cet audit, on a constaté quand même une amélioration dans le respect des procédures. Alors c'est l'inspection générale des finances qui a fait cet exercice. Et bien sûr, on s'est rendu compte quand même que ce qui reste comme problème aujourd'hui, c'est des problèmes d'archivage. Des problèmes d'archivage et qui est un problème qui est général dans tous les ministères et institutions. Donc, le Conseil a donné des orientations pour qu'on puisse s'attaquer à cette question-là dans les années à venir. Sinon, du point de vue du respect des procédures, il y a une nette amélioration, en tout cas dans ce domaine-là. Le ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique a présenté au gouvernement 3 projets de décret qui ont été tous adoptés. Le premier est relatif à la définition des services à exempter de frais liés à l'utilisation des fréquences radioélectriques. Au terme du décret, plusieurs services dont la télévision vont bénéficier de réductions allant de 25% à 50%. Nous écoutons le ministre Gilbert Noël Ouedraogo.
À ce niveau, nous avons proposé donc l'exemption de certains services tels que l'Agence nationale de l'aviation civile qui utilise des fréquences, mais également aussi la météo. Au-delà de la météo aussi, il y a l'ASECNA pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Mais il faut dire qu'au-delà de l'exemption, il y a aussi par exemple, le ministère de la Défense et la sécurité ne sont pas concernés par cette taxation. Il y a également d'autres qui ne sont pas exemptés, mais bénéficient de réductions. Et c'est là où, par exemple, la télévision est concernée, parce que ce soit la radio, que ce soit la télévision, il est proposé donc une réduction donc, par rapport à ces frais allant de 25% à 50%. 25% lorsqu'il s'agit d'une activité commerciale pour la radio et la télévision, et 50% lorsqu'il s'agit d'une activité non commerciale. Les deux autres décrets présentés par le ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique portent respectivement sur l'occupation du domaine public par les opérateurs de téléphonie et la protection des données personnelles. Les deux décrets ayant été adoptés, ils vont permettre d'organiser les deux secteurs. Les explications du ministre. Le deuxième texte porte sur l'occupation du domaine public par les opérateurs électronique. Et à ce niveau-là, il s'agissait de pouvoir organiser comment le domaine public routier peut être utilisé, par exemple pour la traversée de la fibre optique, pour les installations, pour les pylônes, et quelles sont les conditions qu'il faut appliquer donc à l'utilisation, les autorisations à avoir pour pouvoir donc exercer à ce niveau. Il faut dire que tous ces textes viennent en application de la loi 061/2008, qui est une loi de 2008 qui porte orientation donc du domaine en matière de télécommunication. Le troisième texte porte sur la protection des données. Au niveau des opérateurs, il y a un certain nombre de données qui doivent être conservées pendant un certain temps, notamment par exemple l'identification de l'appelant, la durée de la communication, le type d'appareil utilisé, la provenance donc de l'appel, mais ces données ne doivent pas être utilisées à des fins personnelles. C'est parce que ce sont des données personnelles et la loi prévoit donc, et le décret vient appliquer cela, que les opérateurs doivent conserver pendant 6 mois, par exemple, certaines données. Lorsque ces données, surtout les données personnelles, l'identification, elles peuvent les conserver pendant 6 mois si cela est utile pour leur facturation. Et ces données ne peuvent pas être communiquées. Par contre, il y a aussi d'autres types de données qui peuvent être communiquées lorsque l'autorité judiciaire le requiert, et ces données doivent être conservées pendant 1 année par les opérateurs de téléphonie. Et il y a la question aussi de facturation, par exemple, des services qui sont demandés par les autorités compétentes en matière de réquisition. Et ce texte-là donc avait pour objectif d'organiser la protection de ces données-là et la manière dont cela peut se faire et la facturation lorsqu'il s'agit donc de pouvoir donner. C'est les données de localisation et les données du trafic, en fait, au niveau des communications électroniques. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a présenté pour sa part un rapport relatif à la construction des cités universitaires par les promoteurs immobiliers. Ce projet vise à accompagner le privé dans la réalisation de constructions de cités adaptées à la vie estudiantine pour loger le maximum d'étudiants. Le professeur Moussa Ouattara explique. À l'étape actuelle, une étude a montré que jusqu'à présent, il y a seulement 6% des étudiants qui ont été logés, en tout cas sur l'effort du gouvernement. Alors, le gouvernement en fait une préoccupation. Donc, les autres, il faut dire que l'étude a montré qu'il y a 75% qui sont logés dans le système de privé, c'est-à-dire ne serait-ce que les célibatoriums, ainsi de suite. Il y a 75% des étudiants qui logent dans ça. Et les 19 autres % logent un peu en famille, c'est-à-dire que même si ils ne sont pas de Ouaga, par exemple, il y a des oncles, des tantes, donc finalement ils logent chez des connaissances, donc ils logent en famille. Alors il faut trouver une solution. Une solution parce que nous, on a essayé de faire des locations d'immeubles pour loger les étudiants. C'est ainsi que pour le cas de Ouaga qu'on connaît très bien, vous trouverez ce qu'on va appeler une cité chinoise vers le stade et autres. Alors c'est des maisons qui existent mais qui n'ont pas été construites de manière adaptée en réalité
pour une vie de l'espace estudiantin. Donc c'est ainsi que nous avons introduit ce rapport en conseil pour qu'il y ait un décret qui soit adopté qui va fixer en tout cas le logement étudiant qu'on va appeler cité universitaire ou résidence universitaire en deux catégories. Une première catégorie, c'est une capacité de 50 lits à 300 lits. Une deuxième catégorie, c'est une capacité de 301 lits à 1000 lits. Alors comment il faut faire? Donc le promoteur peut bénéficier à travers la loi sur la promotion donc, du logement social, ils peuvent bénéficier de quelques formes de réduction de frais pour pouvoir effectivement faire la construction. À la fin de leur construction, donc, nous allons passer des conventions avec eux à travers le SENO pour que finalement ils aient le statut définitif de résidence universitaire, afin aussi que le loyer qui va être offert aux étudiants soit effectivement un loyer raisonnable. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a fait également une communication orale sur la participation du Burkina au 16e concours d'agrégation de médecine du CAMES au Gabon. Présent avec 15 candidats, le Burkina s'en sort avec 14 admis qui seront nommés professeurs agrégés en début d'année 2013. Des précisions avec le ministre Moussa Ouattara. À ce 16e concours d'agrégation du CAMES, ça concerne la médecine, l'odontostomatologie, la médecine vétérinaire et les productions animales. Alors, il y a eu au total 178 candidats, c'était à Libreville au Gabon, donc du 5 au 13 septembre. Alors, il y a eu au total 178 candidats, et sur les 178, on a eu droit à 75% de taux de réussite de manière générale. Hein. Donc le total, c'est 16 universités africaines qui ont présenté des candidats. Le Burkina s'est retrouvé à ce concours avec 15 candidats. Donc 14 de l'université de Ouagadougou et 1 de l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Donc il était normal de rendre compte au Conseil que le palmarès indique que le Burkina Faso a eu 14 nouveaux admis au concours d'agrégation. Donc en cours d'année, en 2013, nous allons les nommer professeurs agrégés qui viendront augmenter la capacité. Donc la liste était associée et le Conseil a marqué vraiment sa satisfaction et a félicité les impétrants qui ont été effectivement admis. Donc un seul candidat malheureusement n'a pas pu passer et nous pensons véritablement qu'il en a la possibilité dans 2 ans de refaire en tout cas son dossier de manière convenable. Autre sujet à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi, c'est le rapport relatif au plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2013 au Burkina. C'est un plan qui prévoit tous les cas de figure et qui va coûter plus de 3 milliards de francs CFA, financé à 50% par le budget de l'État. C'est ce que nous explique le ministre de la Santé. Il y a plusieurs germes qui peuvent causer les méningites. Et nous avons eu la chance en 2010 de mener une grosse campagne pour vacciner l'ensemble de la population contre une éventuelle méningite à méningo A. Et effectivement, depuis 2010, après cette vaccination, nous n'avons pratiquement plus observé de méningite à méningo A. Mais il y a les autres germes et c'est pour cela que, de manière participative, nous avons élaboré ce plan qui va nous permettre de définir les différentes stratégies dont je voudrais rappeler la surveillance épidémiologique, la question de la prise en charge efficace, la question de la disponibilité des vaccins, la disponibilité des médicaments et la question de la communication, qui sont les stratégies essentielles de ce plan-là pour nous permettre éventuellement, s'il y avait un cas qui apparaissait au cours de l'année à venir, que nous puissions avoir des éléments de riposte. Ce plan a été évalué à environ 3 milliards 200 millions environ de francs CFA. Et dans ce plan et dans ce coût financier, nous avons bien sûr l'État qui va nous permettre, avec les discussions que nous venons d'avoir en Conseil des ministres, de prendre environ 50% donc de ce coût-là, pour nous permettre, en pré-épidémie déjà, de nous préparer et d'avoir une préparation complète. Et nous savons et nous avons donc les partenaires qui ont promis également, et déjà l'OMS s'est avancé, de nous appuyer si jamais il y avait une épidémie.
L'état de mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois a fait l'objet d'un rapport présenté au Conseil des ministres. Selon le ministre en charge du dossier, le bilan est jugé globalement satisfaisant, même si la composante haute intensité de main-d'œuvre n'a pas fonctionné comme on aurait souhaité. Les propos de Achille Tapsoba sont recueillis par Nyaki Teda. La composante 1 qui s'adresse aux jeunes diplômés a été largement dépassée, dans la mesure où nous avons escompté 10 000 jeunes pour les stages et 10 000 jeunes pour les volontariats, mais nous avons largement dépassé ces effectifs. Et cela dans la mesure où la demande était forte. Nous avons donc au niveau de la composante 2, les activités à haute intensité de main-d'œuvre, noté une forte participation des jeunes. Mais le résultat n'a pas été très fort à ce niveau, dans la mesure où le taux d'exécution avoisinait pratiquement les 52-53%. Alors il faut noter que c'était la fin de la mandature pour la plupart des conseillers municipaux et nous sommes donc devant une situation où la réponse n'a pas été très satisfaisante. Il y a une mention spéciale à faire. C'est la question du sous-emploi qui est surtout posée. Et à l'attention des jeunes ruraux, il a été réalisé des activités de formation en entrepreneuriat agricole. Et la principale activité qui a été menée par le programme spécial cette année, c'est la formation en entrepreneuriat avicole avec le ministère en charge des ressources animales, où il a été donc mobilisé plus de 7020 jeunes et femmes, à raison de 20 par commune, soit 10 jeunes, 10 femmes par commune. Le gouvernement nous a donné des instructions fermes pour améliorer cette situation de gestion des activités pour l'année 2013. Il a été également décidé par le Conseil d'améliorer aussi la programmation des activités et de mener des activités qui sont vraiment porteuses en termes de création d'emplois, en nombre et en qualité d'emploi. Et cela aussi a été une grande instruction de ce Conseil des ministres à la lecture donc, du rapport que nous avons présenté. Voilà des explications assez larges sur les décisions des travaux donc, du Conseil des ministres de ce jour. Les délibérations du Conseil seront proposées juste après ce journal. À l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du 3e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans le pavillon Soleil levant du CIAO le jeudi 20 décembre 2012 à partir de 7h00. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est un communiqué signé de la Direction générale du protocole d'État. Lutter contre la corruption au Burkina Faso, quelles actions fortes et concrètes pour des avancées décisives? 600 personnes ici d'horizons divers sont invitées à proposer des solutions. Elles sont réunies au Palais des Sports de Ouaga 2000 dans le cadre des Assises nationales sur la corruption. Symphorien Somda a suivi l'ouverture des travaux ce matin. Son compte rendu. La corruption est un mal insidieux et pernicieux dont les effets sont multiples et multiformes. C'est pour trouver des solutions à ce fléau que se tiennent les présentes assises. Elles traduisent au plan pratique l'un des engagements pris par le Premier ministre lors de sa visite à l'ASE le 13 septembre dernier, pour qui la lutte contre la corruption doit reposer sur 4 piliers essentiels. Premièrement, il nous faut disposer de textes législatifs et réglementaires clairs pour prévenir et réprimer la corruption. Aussi faut-il procéder à une relecture des textes existants, les rendre plus cohérents et plus adaptés au contexte de notre pays. Deuxièmement, il nous faut renforcer l'indépendance et les capacités des institutions de contrôle qui doivent être à même d'exécuter efficacement leur mission. Troisièmement, il faut nous appuyer sur une justice compétente, efficace et indépendante, dotée de moyens conséquents pour instruire dans des délais raisonnables les dossiers des crimes économiques. Dans ce sens, j'invite le ministre de la Justice à concrétiser rapidement la création d'un pôle judiciaire
spécialisée en matière de crimes économiques et financiers. Quatrièmement, la lutte contre la corruption doit s'appuyer sur la sensibilisation et l'éducation. Il se pose ici un problème de changement de comportement, tant des acteurs concernés que de la population. Quant aux interrogations suscitées par la presse, la société civile et la classe politique, le Premier ministre rassure. Les engagements que j'ai pris lors de ma visite à l'ACE seront tenus, même si l'agenda initial a été modifié en raison des contraintes de l'actualité de ces 2 derniers mois et la complexité des dossiers soumis à l'analyse d'un comité restreint que j'ai mis en place sous mon autorité. Lutte contre la corruption au Burkina Faso, quelles actions fortes et concrètes pour des avancées décisives? C'est autour de ce thème que vont se focaliser les débats. Et le Premier ministre attend de ces assises des rhétoriques dogmatiques pour appréhender la problématique de la corruption de façon plus pragmatique. Le statut du personnel du corps des greffiers vient d'être consigné dans le cadre d'une loi adoptée hier à l'Assemblée nationale. Les élus ont également donné quitus au gouvernement pour la ratification des statuts pour la création du Centre ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Une ratification des statuts avec un accord de coopération avec le dit centre. Soubrinoma Ibrahim Gigma. Visiblement, ce n'est que justice que l'on rend à ces auxiliaires de justice que sont les greffiers, puisque jusque-là, leur profession était régie par un décret et non par une loi, comme le dispose la Constitution. C'est désormais chose faite avec l'adoption par l'Assemblée nationale ce 18 décembre du projet de loi portant statut du personnel du corps des greffiers. Il s'agit d'une part de corriger le défaut de conformité et d'autre part de poser les jalons de meilleures conditions de travail. Nous pensons que ce décret va créer une émulation au sein du personnel des services judiciaires qui voit dans ce statut particulier des aménagements favorables au point de vue de leur traitement et au point de vue de leur classification catégorielle. Les 2 autres points à l'ordre du jour, adoptés comme le premier à l'unanimité des 76 votants, sont relatifs au projet de loi portant autorisation de ratification des statuts et de l'accord de création du Centre ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Ce centre va avoir une compétence qui consisterait à former des experts dans toutes les approches en fait des changements climatiques. Et ils vont développer, donc ça va être comme une école doctorale, c'est pourquoi d'ailleurs la proximité avec l'université de Ouaka, parce que nous avons des étudiants qui viendront et de l'informatique et de la géographie et de la géophysique. Tous ces étudiants peuvent se retrouver, pas seulement eux, avec les étudiants des autres pays qui ont été signataires des accords et donc qui auront ratifié les accords. À ce jour, une dizaine de pays ouest-africains ont déjà signé les textes relatifs à la création et au fonctionnement de ce centre. La République fédérale d'Allemagne, également signataire, assure une grande partie du financement. Les travaux sont lancés pour la construction et le bitumage de la route Sabou-Koudougou, Réo et Didir. Le chantier va coûter 22 milliards de francs CFA financés par les États-Unis dans le cadre du Millennium Challenge et compte. Daniel Kambou était témoin de l'entrée en scène des Caterpillars. Reportage. C'est le premier coup de bulldozer marquant le top départ des travaux de construction et de bitumage de cette route, un axe important pour la région du centre-ouest qu'elle traverse. D'une longueur d'environ 80 km et demi, sa réalisation nécessite une enveloppe d'environ 22 milliards et demi de nos francs. Ce financement déjà mobilisé a été obtenu grâce au programme de coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge et compte.
Le compact du Burkina et particulièrement le projet de désenclavement constitue un apport important sur le financement des États-Unis d'Amérique dans le cadre de la mise en œuvre du processus de désenclavement interne et externe du Burkina Faso. Alors c'est un projet qui vient dans le cadre du vaste programme global que nous avons mis en chantier et nous pensons que c'est un apport important dans le cadre de la résolution des problèmes de mobilité des populations au Burkina Faso. C'est l'entreprise Oumarou Kanouze qui a été retenue pour sa réalisation avec un délai d'exécution de 22 mois. L'objectif de ce projet routier, faciliter entre autres l'accès au marché agricole en améliorant les tronçons de routes primaires et de pistes rurales qui desservent la vallée du Sourou et le bassin de la Comoé. Il y a longtemps qu'on a rêvé voir le bitumage de ce tronçon qui permet d'aller de Sabou à Koudougou en passant par Réo, Djidji et sans doute prochainement jusqu'à Tougan. C'est un espoir parce que c'est une grande voie de désenclavement et je pense qu'au regard du fait que cette région du centre-ouest, c'est une grande région de production agricole, je crois que cette route va donc contribuer effectivement à améliorer justement l'évacuation des produits agricoles, mais aussi surtout à renforcer les transactions commerciales tout au long de cette région. Toute estimation faite donc, plus de 400 000 personnes bénéficieront directement des retombées de cet investissement. Cela explique la ferveur qui a marqué cette cérémonie de lancement. Dans la région du Nord, c'est un barrage que l'on construit, le barrage de Guiti, qui devrait permettre de renforcer le système d'alimentation en eau potable de la ville de Waiguya. Le niveau d'exécution des travaux se situe à 60%. Le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique était sur le terrain pour apprécier l'évolution de ce chantier. Reportage Sié Sylvestre Da. Le ministre Laurent Sédougou sur les chantiers de construction du barrage de Guiti dans le Yatenga. Le premier responsable des ressources halieutiques est allé mesurer l'évolution des travaux par rapport au planning établi et discuter avec les entrepreneurs et les ouvriers. Objectif, aplanir les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux. La construction du barrage a débuté en 2009 pour 18 à 24 mois de travaux. À l'heure actuelle, l'ouvrage devait être terminé, mais des problèmes techniques survenus dès le début de la construction n'ont pas permis de respecter les délais. Chaque barrage est un cas d'école et ici nous avons rencontré beaucoup de difficultés en raison déjà de la nécessité d'affiner les études par des études géotechniques que nous avons dû sous-traiter avec le laboratoire et pour lesquels nous avons eu beaucoup de difficultés. On a été immobilisés pendant près d'un an. La deuxième des difficultés, c'est que les matériaux pour le compactage nous ont également créé pas mal de problèmes parce que nous avons eu des difficultés à trouver les matériaux qu'il fallait. Il a fallu reprendre certaines études et faire des réajustements en matière de financement, ainsi qu'en apport en matériel et en matériaux de construction. Avec la réorganisation, les travaux ont repris à un rythme accéléré. Actuellement, nous sommes à peu près à 51% des taux d'exécution. Et nous pensons que d'ici la descente, nous allons atteindre les 60% avant de descendre pour les congés. Et à la reprise, les 40% qui restent vont concerner beaucoup plus le déversoir qui est en béton armé. Et dès que le poste béton va commencer, nous espérons au plus tard, dans la première quinzaine du mois d'avril, finir le béton également. Faire la mise en eau d'ici le 15 avril 2013, c'est en tout cas l'objectif à atteindre. Pour cela, le ministre Laurent Sédougou et les autorités régionales disent veiller au grain. Le barrage de Guiti a pour vocation l'alimentation en eau potable de la ville de Waiguya, ainsi que le développement des cultures maraîchères et de contre-saison au profit des populations riveraines. À terme, la capacité du barrage de Guiti devrait atteindre 47 millions de mètres cubes d'eau. À Tours, dans la Sicile, le projet de développement agricole et de gestion des ressources naturelles présente ses réalisations de soutien apporté aux producteurs, des initiatives pour réduire l'insécurité alimentaire dans la province, autant d'actions engagées depuis la mise en place du projet en 2009. Le compte rendu de Sali Nana. Dans son village, à Sagalo, localité située à environ 177 km de Ouagadougou, dans la commune rurale de Taux, Roger Nia prépare du fumier organique pour sa prochaine campagne agricole. Il doit cette technique de réalisation de la fosse fumière au projet de développement agricole et de gestion des ressources naturelles, PDA-GRN. Avant là, dans un hectare, 20 à 25 sacs
c'est-à-dire 2 tonnes et 2 tonnes, ou bien 2 tonnes et demie. Mais aujourd'hui là, je vais jusqu'à 4 tonnes à l'hectare. Et ce n'est même pas ça. Les dépenses aussi est diminuée. Roger Nia n'est pas le seul à bénéficier du soutien du PDA-GRN. Depuis 2009, une vingtaine de producteurs bénéficient également de l'aide et des conseils du projet pour améliorer leur rendement agricole. Nous avons fait déjà une évaluation à mi-parcours du projet et vu les résultats, en tout cas, nous sommes pleinement satisfaits. En plus de ça, c'est de voir la croissance en fait en termes de production, par exemple, que ce soit le compost, en termes d'aménagement des ouvrages anti-érosifs au niveau des champs. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ceux-là qui étaient réticents au début du projet ont parfaitement intégré cela. Les activités du projet touchent 26 villages de la commune rurale de Thau. Convaincu que la culture maraîchère peut contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté, le projet intervient aussi dans l'encadrement technique et l'appui des maraîchers. Nous sommes ici pour essayer d'apporter comme une part de nos connaissances en matière de technique et nouvelles. Bon, mais cette technique se fait de façon participative avec les femmes. Et pour perpétuer cette technique culturelle et consolider les acquis engrangés, le projet de développement agricole et de gestion des ressources naturelles a décerné des prix aux meilleurs producteurs et pépiniéristes de la localité. Pendant ce temps, la Chambre régionale d'agriculture du centre réfléchit sur sa contribution pour améliorer la productivité agricole dans la région. Cette préoccupation sera prise en compte dans le programme d'investissement 2013 de la Chambre consulaire. Reportage Ernest Cambiré. À l'agenda de cette rencontre des élus de la Chambre régionale d'agriculture du centre, l'examen du rapport d'activité 2012 et 2013 de cette institution consulaire. Il s'agit plus concrètement pour les participants de se pencher sur la contribution de la Chambre régionale d'agriculture du centre à l'augmentation de la productivité agricole de la région. Et pour cette rencontre, nous allons faire le bilan de la programmation de 2012 et éventuellement voir les difficultés que nous avons rencontrées en 2012 pour pouvoir le résoudre en 2013. Nous avons programmé pour que les producteurs puissent avoir l'information et nous avons travaillé pour développer la communication à ce niveau-là. Et aussi, nous avons programmé des activités de promotion, à savoir équiper les producteurs et les aider à avoir des facteurs de production. Et dans ce sens, nous avons travaillé pour que les producteurs-là puissent effectivement bénéficier des équipements pour pouvoir appuyer le développement de l'élevage périurbain et aussi le développement de la production laitière. Opportunité pour ces agropasteurs de réfléchir sur les résultats atteints en 2012 et de voir comment faciliter l'accès des producteurs de la région aux équipements et aux intrants agricoles. Cette deuxième session de l'année 2012 devrait permettre de proposer des pistes de solutions à même de booster les activités agro-silvopastorales dans la région du centre au cours de l'année 2013. Le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs va bientôt soumettre en Conseil de ministres un plan d'action pluriannuel de sa politique sous-sectorielle. Dans cette perspective, un atelier national était convié pour valider le 10 plan d'action qui s'étend de 2012 à 2016. Nathalie Sawadgo, Nabaloum et Abdoul Rasmane Zongo ont signé ce reportage. Au Burkina Faso, 89% des enfants en âge d'être au secondaire sont hors du système scolaire. Pour les filles, la situation est encore plus dramatique. Les spécialistes estiment le taux de celles qui n'accèdent pas au secondaire à 92%. Cela s'explique entre autres par l'inadéquation de l'offre éducative. La région du Sahel, par exemple, ne dispose d'aucun établissement d'enseignement technique et professionnel. C'est une situation que les pouvoirs publics veulent corriger. Il faut dire que pour faire face aux multiples problèmes que nous rencontrons au sein du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, une politique sous-sectorielle a été élaborée et cela a démarré donc, au cours de l'année 2009. D'abord par un document de diagnostic et ensuite nous avons commencé à rédiger donc, la politique sous-sectorielle et qui a connu la participation de tous les acteurs et de tous les partenaires de notre département. Donc cette politique
sous-sectoriel a pour ambition donc de faire face à tous ces problèmes qui minent le développement du sous-secteur enseignement secondaire et supérieur en particulier, mais aussi le système éducatif dans son ensemble. Donc cette politique sous-sectorielle, comme nous l'avons dit, a été adoptée le 21 septembre 2010 en Conseil des ministres. Les participants sont venus des différentes directions régionales du département. Avec les partenaires de l'éducation, ils vont formuler des observations, des suggestions et des recommandations sur les différentes parties du projet de plan d'action soumis à leur appréciation. La foire internationale du livre de Ouagadougou a refermé ses portes hier soir sur une note de satisfaction. La Philo 2012 a mobilisé des acteurs du livre venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et bien sûr du Burkina. Safiatou Tamboula. La Foire internationale du livre de Ouagadougou a mobilisé près d'une trentaine d'exposants composés d'éditeurs, de libraires, d'auteurs, d'associations diverses qui exploitent le livre comme support de sensibilisation et de conscientisation. Après 5 jours d'exposition, de ventes, de dédicaces, de conférences, débats, la Philo referme ses portes sur des notes de satisfaction. Globalement, on peut dire que la 11e édition s'est bien déroulée. Le fait que l'ensemble des activités a pu être tenues, que ce soit donc les tables rondes, que ce soit donc les exposants, je pense que ça c'est globalement en tout cas un motif de satisfaction. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, a rehaussé l'éclat de cette foire du livre avec son immense expérience en matière d'édition et de diffusion de livres. Pour renforcer la coopération entre nos deux pays, une résolution a été prise en matière de développement et de promotion de la chaîne du livre. Il s'agit entre autres de faire en sorte de mutualiser nos expériences en matière de livres, de faire en sorte de pouvoir donc propulser, donner une impulsion dans le domaine bien sûr de la publication, parce que vous savez très bien que nous avons de très nombreux auteurs, nous avons de nombreux manuscrits qui dorment dans des tiroirs. Ce que ces écrivains, ces hommes et ces femmes de la plume veulent, c'est véritablement d'être édités. Et ensuite il y a aussi le problème du marché, donc faire en sorte qu'il y ait une meilleure diffusion des œuvres burkinabées en Côte d'Ivoire et des œuvres ivoiriennes au Burkina Faso. Les amateurs du livre et de la lecture ont montré de l'engouement pour les différentes activités organisées. Des attestations de participation ont été remises aux établissements secondaires, aux éditeurs et libraires, ainsi qu'à la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur. Un coffret contenant 5 œuvres de l'écrivaine Bernadette Sanoune Dao a été mis en vente et c'est le parrain de cette 11e édition qui a eu le privilège de l'acheter. La Philo, c'est une formidable tribune de dédicaces de nouvelles œuvres. Nassiga William Kombari, officier de gendarmerie, était ainsi sous les projecteurs pour la présentation de sa nouvelle publication. Sueur froide est un recueil de 6 nouvelles qui traitent des faits de société, de l'amour et de la tolérance. Le reportage de Hervé Berangoto et de Tanga Kafando. Gendarme par vocation, cet homme à la plume facile n'est plus à présenter. Le capitaine Aristide Nassidia William Kombari est à sa 3e publication. Sueur froide est un recueil de 6 nouvelles qui traitent de l'amour, de la tolérance et de la morale. C'est un recueil de 6 nouvelles qui a été écrit sur le fil conducteur suivant. Le désir des plaisirs immodérés de la vie est un chemin qui mène en enfer par la porte du paradis. Donc c'est pour sensibiliser la jeunesse et au-delà toute la société sur certains faits de la vie sociale. Le message qu'on véhicule au-delà du thème d'amour qui est abordé dans le livre, c'est la construction d'une société tolérante et qui vit en paix. C'est cela que je véhicule à travers toutes mes œuvres et c'est la contribution aussi des forces armées qui ne ménagent aucun effort dans la construction de cette société de tolérance et de paix. Et c'est à la faveur de la 11e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou que l'auteur a présenté son nouveau livre au grand public. Un livre de 126 pages qui a suscité de l'intérêt tant chez les jeunes que chez les adultes. Dans un échange direct, les scolaires ont voulu mieux comprendre l'œuvre et connaître l'auteur. Je suis très fier de voir un de mes aînés qui réussit dans le domaine de l'écriture. Et puisque je suis dans une série littéraire, j'ai moi-même aussi envie d'écrire comme lui.
Famille, amis, frères d'armes et autres proches sont venus soutenir le jeune capitaine de 32 ans qui a reçu l'autorisation de sa hiérarchie pour se lancer dans l'écriture. C'est toujours un plaisir et c'est toujours aussi des occasions pour le commandement d'encourager la création littéraire. Il a déjà précisé qu'en tant que militaire, il lui fallait une autorisation pour que quand même il reste dans le cadre de son statut. Et ce n'est pas sa première édition et nous sommes venus pour l'accompagner ce matin. La plume de l'officier de la gendarmerie a déjà pondu d'autres livres comme Cette douleur et À la croisée des chemins. Pour sa prochaine parution, le capitaine Kombari va se pencher sur la gendarmerie nationale. Du sport à présent, un match retour comptant pour les préliminaires du CHAN 2014. Les étalons locaux ont défait à Lomé les éperviers locaux sur leurs propres installations par 1-0. Un résultat qui qualifie les étalons pour le second tour. Le compte rendu de Moussa Semporé de Cheikh Karambiri. Brésil, et il est désormais la propriété de Sa Majesté le Mogo Naba Bango. Pour se blâmer. Sa Majesté, vous et l'ensemble de votre délégation, Sa Majesté me charge également de vous faire part de sa reconnaissance. Et enfin, vous souhaite ses bénédictions. Que les membres de nos ancêtres vous accompagnent dans toute œuvre que vous allez entreprendre. C'est en février dernier que Sa Majesté a exprimé à l'épouse de l'ambassadeur du Brésil au Burkina son désir d'avoir un maillot de l'icône du football mondial. Le désir d'un roi ne pouvant se faire attendre 10 mois plus tard, le rêve s'est réalisé. Ce désir de Sa Majesté le Mogo Naba a été pour lui, Pelé, très touchant. Parce que c'est une demande, le désir d'un roi, c'est une demande. Et il a voulu, une demande qui vient de l'Afrique, il a voulu personnellement lui dédier une chemise qui était à lui en fait. Le Mogo Naba Bango a témoigné toute sa gratitude au couple Santiago et au roi Pelé. Mais il n'a pas caché son souhait de serrer la main de son ami Pelé. Moi aussi je souhaite cette occasion. Pour nous, les Brésiliens, Pelé est plus qu'un joueur, il est un astre, il est une étoile. Et il est devenu quelqu'un de très important. Il est quelqu'un qui dédie son temps beaucoup aux gens. En invitant explicitement son ami Pelé au Burkina, Sa Majesté exprime en réalité le souhait de tout un peuple. Toutes nos excuses, Sa Majesté devait passer d'abord, tout protocole respecté. Nous pouvons suivre à présent le match étalon-épervier comptant donc pour les préliminaires du CHAN 2014 qui s'est joué donc à Lomé. Une victoire donc des étalons par 1-0 sur les installations de leurs adversaires. Reportage de Cheikh Karambiri. Après leur victoire, pas trop convaincante, 2-1 au match aller à Ouagadougou le 1er décembre dernier, personne ne donnait favori ses étalons locaux à ce match retour le 16 décembre à Lomé face aux éperviers locaux. Le grand stade de Lomé de Kégué. Dès l'entame du match, les étalons font le jeu avec de multiples occasions de but avant de subir la pression des éperviers locaux en seconde période. Et contre toute attente, à la 82e, Simplice Yamego, entré en lieu et place de Bachir Ouedraogo. Première touche, le ballon est au fond des filets. Un petit but combien précieux qui qualifie les étalons pour le second tour des éliminatoires du CHAN 2014. Nous remercions les joueurs qui ont vraiment mouillé le maillot et toute la délégation burkinabé, la presse, tous ceux qui nous ont accompagnés. Vraiment, c'est un événement très heureux que nous prenons à bras le corps. Vraiment, je pense que ces jeunes, aujourd'hui, ont le mérite vraiment d'être félicités par toute la communauté burkinabé, par l'État, tout le monde. Les étalons auront pour adversaire le MENA du Niger d'ici juin 2013.
Religion à présent, les femmes catholiques de Banfora implorent le soutien de la Vierge Marie dans le combat qu'elles mènent contre les pires formes de violence dont elles sont le plus souvent exposées. C'était dans le cadre d'une messe d'action de grâce qui clôturait les 3e journées des femmes catholiques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso. Karim Sissé nous relate les moments forts de cette célébration. À cette messe de clôture des 3e journées des femmes catholiques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso, les délégations des 6 diocèses que compte la dite province ont encore réaffirmé leur alliance et confirmé leur choix porté sur la Vierge Marie comme idole. Moment de grâce et de louange, les femmes ont au cours de cette messe chanté avec conviction pour manifester leur foi en Jésus-Christ le Sauveur, mais aussi imploré Marie afin que les aide à combattre les violences et souffrances qu'elles subissent. Monseigneur Lucas Khalifa Sanou, qui a officié la messe, a dans son homélie donné la position de l'Église catholique face aux violences faites aux femmes. Selon lui, le christianisme condamne avec fermeté toute forme de violence à l'égard de l'autre moitié du ciel. Pour les initiatrices, ces journées ecclésiastiques dans la cité du Paysanois vont leur permettre d'avoir le dessus sur les violences. Moi, je suis convaincue que Marie ne nous laissera pas comme ça. Dans la prière, et avec la confiance que nous avions en elle, elle ne nous a jamais abandonnés. Donc je suis très sûre qu'elle va prier pour nous, pour que ensemble, dans l'humilité et dans la sagesse, nous puissions lutter contre les violences faites aux femmes. Même son de cloche pour le parrain. Alain-Edouard Traoré s'est dit émerveillé des actions menées par les femmes pour leur propre épanouissement. Et je pense qu'au terme de 3-4 jours de discussion, et le message est bien passé. Et ce sont des femmes engagées et qui sont plus averties de ces questions et qui s'engagent là où elles vont et de travailler à porter le message pour l'épanouissement de la femme dans notre pays. Donc en cela, nous pouvons dire que les 3e journées des femmes catholiques au niveau de la ville de Banfora se sont très bien passées et ont tenu toutes leurs promesses. Durant cette 3e journée à Banfora, 6 femmes par diocèse ont été initiées aux activités de transformation de produits locaux. Fini donc les 3e journées des femmes catholiques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso et rendez-vous a été pris en 2015, mais cette fois-ci à Dieboubou pour les 4e journées. Le président ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, souhaite une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU avant la fin de cette semaine pour l'intervention militaire au Nord Mali. Il a dit à l'occasion de la visite de l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahel, Romano Prodi, qui était à Abidjan ce mardi. Mais ce dernier joue la carte de la prudence et doit s'assurer de l'adhésion de tous les pays de la sous-région. Après Dakar, Romano Prodi a fait une escale mardi à Abidjan, une visite consacrée à l'envoi d'une force militaire au Nord Mali et surtout à son calendrier. Si l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahel semble vouloir donner du temps à la négociation, le président ivoirien a demandé au nom de la CEDEAO une résolution urgente du Conseil de sécurité. Les menaces sont grandes non seulement pour le Nord Mali, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et à cet égard, nous souhaitons que grâce à son influence et à son implication, nous puissions obtenir la résolution des Nations Unies dès la fin de cette semaine. Romano Prodi, plus prudent, ne veut pas de précipitation. Il semble vouloir refroidir les ardeurs du président Ouattara. L'envoyé spécial de l'ONU, inquiet du vide politique à Bamako, veut d'abord s'assurer du soutien de l'ensemble des pays de la région. Naturellement, il faut que les Mali prendre l'initiative qu'il est l'initiative propre du pays, qu'il a la responsabilité majeure, mais il faut que les autres pays donnent la solidarité. L'état-major des pays de la CEDEAO réuni le week-end dernier à Abidjan se disait prêt à envoyer 3300 soldats au Mali. Mais selon certains experts, aucune action militaire ne semble envisageable avant septembre 2013. Une résolution rapide du Conseil de sécurité pourrait accélérer ce calendrier. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Je vous retrouve
tout de suite après le journal pour le compte rendu du Conseil des ministres.